Mesdames et messieurs, je vous ai conviés aujourd'hui avec beaucoup d'émotion pour vous annoncer une nouvelle importante qui concerne ma vie personnelle et mon métier. J'ai eu la chance de devenir à 18 ans l'assistant de Christian Dior, de lui succéder à 21 ans et de rencontrer le succès dès ma première collection en 1958. Il y aura 44 ans dans quelques jours. Depuis, j'ai vécu pour mon métier et par mon métier. Et je suis très fier que les femmes du monde entier portent des tailleurs pantalons, des smokings, des cabans, des trench coats. Je me dis que j'ai créé la garde-robe de la femme contemporaine, que j'ai participé à la transformation de mon époque. On me pardonnera d'en tirer vanité, car j'ai depuis longtemps maintenant cru que la mode n'était pas seulement faite pour embellir les femmes, mais aussi pour les rassurer, leur donner confiance, leur permettre de s'assumer. Tout homme pour vivre a besoin de fantômes esthétiques. Je les ai poursuivis, cherchés, traqués. Je suis passé par bien des angoisses, bien des enfers. J'ai connu la peur et la terrible solitude, les faux amis que sont les tranquillisants et les stupéfiants, la prison de la dépression et celle de mes maisons de santé. De tout cela, un jour, je suis sorti, ébloui mais dégrisé. Marcel Proust m'avait appris que la magnifique et lamentable famille des nerveux est le sel de la terre. Je n'ai pas choisi cette lignée fatale, pourtant c'est grâce à elle que je me suis élevé dans le ciel de la création, que j'ai côtoyé les faiseurs de feu dont parle Rimbaud, que je me suis trouvé, que j'ai compris que la rencontre la plus importante de la vie était la rencontre avec soi-même. Pourtant, j'ai choisi aujourd'hui de dire adieu à ce métier que j'ai tant aimé. Comme le matin de Paris était jeune et beau, la fois nous nous sommes rencontrés. Tu menais ton premier combat. Ce jour-là, tu as rencontré la gloire, et depuis, elle et toi ne vous êtes plus quittés. Comment aurais-je pu imaginer que 50 années plus tard, nous serions là, face à face, et que je m'adresserais à toi pour un dernier adieu. C'est la dernière fois que je te parle, Yves. La dernière fois que je le peux. Bientôt, tes cendres rejoindront la sépulture qui t'attend dans le jardin majorel de Marrakech. C'est à toi que je m'adresse. À toi qui ne m'entends pas, qui ne me réponds pas. Comment ne pas se souvenir?
Je sais que demain tout cela va partir. Je sais que ce qu'on peut appeler les croque-morts de l'art vont venir et vont emmener ces meubles, ces tableaux, ces sculptures, ces objets d'art. Ce qui veut dire quoi? Une partie de mon âme, une partie de ma vie. Et vont livrer tout cela au feu des enchères. Mais vous savez, perdre quelqu'un avec qui on a vécu, avec des hauts et des bas, c'est une autre histoire. Pendant 50 ans, à qui j'ai fermé les yeux. Vous savez, c'est autre chose que de voir ces objets d'art s'en aller. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Il m'arrive d'ailleurs d'être, voir comme ça un coup de tristesse. Mais je ne crois en rien. Alors, me direz-vous, raison de plus pour croire aux choses. À ces objets inanimés, avez-vous donc une âme? Je ne crois pas à l'âme. Ni à la mienne, ni à celle de ces objets. Donc, je vais contrôler le destin de cette collection. Je vais assister aux obsèques de notre collection, mais j'ai pas dit aux obsèques des tableaux et des objets, parce que ceux-là vont connaître une nouvelle vie, dont j'espère qu'ils vont s'envoler comme des oiseaux et qu'ils vont trouver des endroits nouveaux où se percher. Qu'est-ce que c'est beau, c'est extraordinaire. T'es content? You're happy? Very happy. Ah, you're happy. La façon dont il les a fait. Yeah, it's fantastic. Et la maison de la prépa a fait des lunettes. You think it's better without glasses? Really? Yeah. Oh, quelle merveille, l'enfant sublime. Regarde. Ah, ça c'est bon. Moi, je suis des couleurs noires, mais il a fait des cadeaux. Christmas. Pour Christmas, la raison. Regarde-le, tu veux C'est ça faire. sublime. Non, je pense que c'est trop. Really great. J'aimerais tellement continuer. You've been working, hein? D'abord, je veux dire qu'on est dans la bibliothèque de la rue de Babylone, où Yves tenait beaucoup, peut-être à se donner un peu plus d'intimité et pas être confronté toujours à des chefs-d'œuvre. Et donc, il aimait beaucoup mettre des choses qui, pour lui, avaient une valeur sentimentale. La Calas, évidemment, Kira, un de ses mannequins préférés, Loulou de la Falaise, Maurice Hogenbaum, Maya Plisetskaya, Betty Catrou, Louis Jouvet, grâce à qui il a découvert le théâtre, il avait 13 ans, à Oran. Mayakovsky, Lily Brick et leur chien Boulka, son chien Moujik, peint par Andy Warhol, et là Jean Cocteau et moi, en 1956. Et ça, c'est une photo, oui, c'est une photo quand j'ai connu Yves, d'ailleurs. C'est en fait en 58, exactement, c'est-à-dire
le jour où il a présenté, enfin l'année où il a présenté sa première collection chez Christian Dior. Voilà. Puis là, bon, là, c'est Christian Dior, c'est-à-dire le maître d'Yves Saint-Laurent. Il est mort à Montecatini, en Italie, lors d'une cure, mais il était inhumé à Montauroux. Et le jour de cette inhumation, se trouvent deux hommes qui ne se connaissaient pas, mais qui n'allaient pas tarder à se connaître. C'était Pierre Berger et Yves Saint-Laurent. Là encore, j'ai vu un signe du destin, et naturellement un signe bienveillant de nous avoir ainsi réunis devant la tombe de Christian Dior, qui fut un ami que j'aimais beaucoup. À propos de cet enterrement, il faut se replacer dans cette époque. C'était en 1957. Christian Dior était un monument national. Il a eu des obsèques plus que nationales. Les journaux titraient que va-t-il se mener, la haute couture est morte, Paris ne sera plus Paris, etc. Et c'est pour ça que l'apparition d'un jeune inconnu qui avait 20 ans, 21 exactement, et qui lui a succédé, et qui était myope, avec des lunettes sur le bout de son nez, des cheveux courts, dégingandé et d'une timidité maladive, était une espèce de coup de tonnerre. Élise Hélinal, on peut dire que c'est officiel maintenant, la maison Dior continue. En effet, il y a une conférence de presse à l'heure actuelle qui se passe chez Christian Dior. C'est une équipe constituée par Raymond Zenacker, qui a de tout temps été la collaboratrice la plus proche et la plus précieuse de Christian Dior, et Yves Saint-Laurent, le jeune modéliste, Benjamin de la maison, timide et modeste, qui vont continuer l'école créée et voulue par Christian Dior. La première fois, en fait, où j'ai rencontré Yves, on ferait mieux de dire que je l'ai croisé, puisque c'était sa première collection chez Christian Dior. J'ai déjà dit que je connaissais pas grand-chose à la mode. Toutefois, j'avais bien compris, à la chaleur des acclamations, des applaudissements, que quelque chose venait de se passer et que Christian Dior avait trouvé son successeur. Allô, Liselina? Oh oui, je suis là, mais j'ai dû me réfugier sur le balcon, tellement Yves Saint-Laurent a été happé par la foule. Il est en train d'essayer de passer par la fenêtre. Je ne sais pas si vous parviennent les rumeurs, mais nous sommes absolument compressés comme des sandwichs. Yves Saint-Laurent, d'abord, je vais vous demander une question extrêmement banale. Quelle impression cet énorme succès vous fait-elle? Je suis surtout très ému. Je suis très heureux aussi, mais très ému en pensant à Monsieur Dior. La ligne trapèze est une réussite et avec une personnalité qui dénote certainement la patte d'un futur très grand couturier. Alors, la ligne trapèze... C'est une mode qui nous rend piaffantes de voir arriver le printemps, les fleurs, le plein air, le soleil. C'est une collection sentimentale. Dana Buffet, vous êtes en train de dessiner. Pourriez-vous nous dire ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de faire un portrait. Pouvez-vous nous le montrer? Un portrait, oui, avec plaisir. Eh bien, c'est Yves Mathieu Saint-Laurent. Monsieur, je voudrais vous demander combien de robes présentez-vous dans cette collection? 178. Et qui dessine ces robes dans la maison Dior? Une seule personne. Qui est vous? Oui. Et est-ce que vous êtes content de cette première collection? Je n'en suis pas mécontent. À 3 ou 4 jours de là, une amie commune, Marie-Louise Bousquet, qui représentait un journal américain, Harper's Bazaar, a décidé de faire un dîner. C'était Place Blanche, dans un restaurant à la Cloche d'Or. Et on était 5. Il y avait Bernard Buffet, il y avait Yves Saint-Laurent, évidemment, Raymond Zenacker, qui était le bras droit de Christian Dior, Marie-Louise Bousquet et moi. Et je dois dire que c'est probablement pendant ce dîner que les premiers éclairs de ce qu'on appelle un coup de foudre ont probablement surgi. Toujours est-il que quelques mois après, nous avons décidé, lui et moi, de vivre ensemble, ce que nous avons fait. À ce moment-là,
travaillait donc chez Dior. Il a fait comme ça plusieurs collections, 5 ou 6. Et malheureusement, il était sursitaire et devait faire son service militaire. Nous étions en pleine guerre d'Algérie. Et je pense que le patron de Christian Dior à l'époque, Marcel Boussac, qui possédait un journal qui s'appelait L'Aurore, qui était un journal de droite et profondément Algérie française, n'a pas du tout apprécié que son directeur artistique de Christian Dior, Yves Saint Laurent, veuille se faire réformer et soit placé à l'hôpital du Val-de-Grâce. Yves était dans une cellule, j'avais un droit de visite permanent, et là un jour, la maison Christian Dior m'a appris que Marcel Boussac avait décidé de mettre fin au contrat d'Yves Saint Laurent et de le remplacer. Je suis donc allé apporter cette bonne nouvelle à Yves. Il a réfléchi quelques instants. Il m'a dit, bah, écoute, il ne reste pas grand-chose à faire, non? Qu'à créer, toi et moi, une maison de couture. Et à partir de là, évidemment, j'ai dû me mobiliser. Je connaissais vraiment pas grand-chose. Mais je me suis dit, ben, après tout, d'abord, je vivais une grande histoire d'amour avec Yves. Et il n'était pas question pour moi, alors qu'il était viré de chez Christian Dior, il n'était pas question pour moi de ne pas tout mettre en œuvre pour qu'il recouvre sa position, qu'il retrouve une maison de couture, en un mot, qu'il fasse son métier. Et ça était un peu long, un peu difficile. Tous les Français que j'ai pu solliciter se sont évidemment dérobés. Et par chance, j'ai trouvé un Américain qui voulait investir un peu en Europe et qui a bien accepté de jouer ce jeu avec nous et de prendre ses risques avec nous. Parce qu'après tout, c'était des risques. Même si Yves était célèbre, parce qu'il l'était. Mais nous n'aurions pas pu faire cela s'il n'avait pas été, disons-le franchement. Donc, il a pris ce risque et ensemble, nous avons commencé cette maison et nous avons ouvert le 29 janvier, je crois, 1962, dans une rue perdue du 16e, pas dans ce triangle d'or de l'avenue Montaigne, etc. Nous n'avions pas l'argent pour cela. Nous sommes excentrés, mais voilà, ça a marché, quoi. La première collection d'Yves a été un immense succès. Dans quelques minutes, c'est représenté la collection de Saint-Laurent. Si c'est un triomphe, il sera peut-être le Dior de demain. On passe tout à la fois. Merveilleux. Jolie couleur. Ah oui. Ça, c'est idéal. Un petit manteau noir. Paul, donnez-moi Paul. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, boucle d'oreille. Ah, les broderies sont plus jolies les unes que les autres. Ah oui, ici. J'ai eu vraiment le sentiment qu'on venait de gravir une grande marche et la plus importante. Je me disais pas qu'après tout serait facile, mais je me disais qu'après tout serait possible. Et ça l'a été. Vous terminez votre présentation par la traditionnelle robe de mariée? Non, pas tout à fait, parce que je trouve que les mariés, c'est très ennuyeux dans une collection. J'en ai fait beaucoup d'abord, puisque c'est une de mes nombreuses collections maintenant. La 20e, non? Presque, oui. J'ai essayé de faire c'est le symbole de l'éternel féminin, c'est-à-dire c'est une jeune femme
couvertes de fleurs et de cheveux. Cette affaire s'est construite. Les femmes clientes célèbres sont arrivées et nous avons ensemble, lui et moi, enfin je précise que sans son talent rien ne se serait fait. Vous savez, je n'ignore pas l'importance que j'ai eue dans cette affaire, mais ce que je veux dire, c'est que si je n'avais pas été là, il aurait fait autre chose. Parce que Yves avait du génie. Lorsque Yves Saint-Laurent a, en 1965, fait cette collection qu'on a dite Mondrian, qui n'était d'ailleurs pas Mondrian, qui avait que 6 ou 7 robes qu'il était, mais peu importe. Nous n'aurions jamais imaginé posséder un Mondrian. Pour nous, c'était inconcevable. Quand Yves, je me rappelle très bien, j'étais dans mon bureau, il m'a fait appeler, et je suis arrivé, il y avait un mannequin avec une robe Mondrian, la première, avec ce petit carré rouge là, sur l'épaule. J'étais, bien sûr, ébloui, bluffé, et c'était d'une telle justesse surtout, et ça marchait tellement. Mais je ne pensais pas qu'un jour on posséderait un Mondrian. Je pensais que c'était comme ça, le domaine du rêve. Puis un beau jour, voilà, un Mondrian est arrivé. Puis il a été suivi d'autres d'ailleurs. Le déménagement dans cet endroit, rue de Babylone, s'est fait aussi parce que nos moyens nous l'ont permis. Nous n'avons pas acheté. C'était pas à vendre. Nous avons loué. Nous étions déjà locataires de Place Vauban. Nous sommes devenus locataires ici. Et puis voilà, petit à petit, nous avons eu la chance de pouvoir acquérir les œuvres que vous voyez. Mais cela ne s'est pas fait en 2 ans, ou 3 ou 4. Ça s'est fait en 20 ans. Vous me direz que c'est pas si mal, en 20 ans.
certes, mais ça s'est fait en 20 ans. Donc les choses sont venues dans le désordre, comme sans des rencontres, sans des vraies rencontres. Et c'est ça que moi j'aime, et c'est ce que nous avons aimé, Yves et moi, dans cette collection. C'est qu'elle a été faite finalement assez lentement et d'œuvres rencontrées par hasard. La première, c'est cet oiseau africain, c'est Noufo, que nous avons acquis en 1960. Et puis, il y a aussi les vases de Dunant. J'étais avec Yves en voiture, rue Bonaparte, et tout d'un coup, il m'a crié « Arrête-toi, arrête-toi !» J'ai vu deux objets extraordinaires. Je me suis arrêté. Et en effet, dans une boutique, nous avons découvert ces deux vases. Et le coup de foudre fut vraiment immédiat. Et là, nous sommes en 65, fin 65, début 66. Puis, là-bas, se trouve la troisième œuvre. Et c'est une sculpture de Brancusi. Un jour, je passais la porte de la galerie Tarica, où je n'étais strictement jamais allé. Je suis tombé en arrêt, complètement cloué d'admiration. J'ai dit à Tarica, écoutez, je vais revenir le voir avec Yves Saint-Laurent. Naturellement, Yves est tombé tout à fait fou de ce Brancusi, et voilà comment il est là. Il y a la base qui va avec la base et Brancusi aussi. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, on va mettre Remains of Old Varnish. Tu as eu le même problème pour vous tout à l'heure? Comment? Tu as pu la démonter ici? Je ne l'ai pas démontée, je vais la démonter, mais il y a une des plaques qui est cassée en deux, donc j'ai pas osé. Ouais.
J'ai découvert Marrakech avec Yves en venant en vacances, puisque tu sais, tous les ans, après sa collection de haute couture du mois de janvier, on partait. Et lorsque nous sommes arrivés à Marrakech, les 8 premiers jours, il a pas cessé de pleuvoir. Et puis le 9e jour, ce fut le miracle de Marrakech, ce qui arrive souvent. C'est-à-dire qu'en ouvrant les fenêtres le matin de la Mamounia, tu as devant toi les jardins magnifiques, et puis au fond l'Atlas. L'Atlas enneigé, puisque c'était au mois de février. Et c'était tellement merveilleux que j'ai vraiment, je dis je, parce qu'après j'ai un peu convaincu Yves, mais tout seul, je suis allé trouver une agence immobilière, il n'y en avait qu'une à l'époque, et il y avait une maison à vendre. Et là, Yves et moi, nous sommes devenus très très amoureux de cette maison, la Red Hanch. Je rappelle que ça veut dire la maison du serpent. Et quand nous sommes partis, 8 jours après, nous étions propriétaires d'une maison à Marrakech. Et c'était une petite maison jaune, dans la Médina, dans un endroit qui s'appelait le Jardin du Citron, parce que devant, il y avait un terrain vague planté de citronniers. Et à Marrakech, tu sais, les gens venaient partout, les Rolling Stones sont venus souvent. Et on avait cette vie-là qui était beaucoup nocturne. D'abord parce que l'été faisait très chaud, donc on dormait dans la journée, on vivait plutôt sur les terrasses le soir. C'était une très belle époque de Marrakech, une époque dont je me souviens avec... pas avec nostalgie, parce que moi j'ai pas du tout de nostalgie, mais avec beaucoup de joie. C'était l'histoire de notre jeunesse aussi. Moi, ce que je faisais, je lisais beaucoup, j'écoutais de la musique, je faisais des courses et je faisais la cuisine pendant qu'il dessinait, voilà. Puis après, tous les jours, nous partions en voiture, n'importe où, pendant 1 heure, 1 heure et demie, comme ça, rien que pour voir ces paysages qui sont merveilleux, et qui étaient encore plus beaux autrefois. Je l'ai beaucoup accompagné au Maroc. Et ça, c'est un endroit magique, où il était assez heureux et très inspiré. Partout, les odeurs, les couleurs, la beauté du pays, tout. C'est un endroit qu'il se sentait bien, en paix. Yves aimait beaucoup et Betty Catrou et Loulou de la Falaise. Elles ont une importance tout à fait sérieuse dans sa vie. J'ai été très épatée quand je les ai rencontrés parce que moi je suis de parents divorcés et donc j'avais 21 ans à cet âge-là, en 68. Et c'était la première fois que je rencontrais un couple qui était ensemble depuis, je sais pas si c'était 7 ou 8 ans, mais ils étaient déjà ensemble depuis longtemps, et très passionnément, et avec beaucoup de drames, beaucoup d'histoires, beaucoup de théâtre, énormément de mise en scène.
Et donc, c'est un aspect qui m'avait énormément charmée. En fait, c'était leur relation, avant que je comprenne vraiment le talent d'Yves et tout ça, c'était les personnages. Mes poètes préférés. Pierre Berger. Héroïne favorite dans la vie réelle. Mes mannequins. Votre idéal de bonheur terrestre. Un grand lit. Rempli. Votre qualité préférée chez l'homme. Le poil. Votre qualité préférée chez la femme. Le charme. Le principal trait de mon caractère. La gentillesse. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis. La joie. Mon rêve de bonheur. Un grand lit. Rempli. Quel serait mon plus grand malheur? Être chauve. Le don de la nature que je voudrais avoir. Une grande, belle chevelure. Comment j'aimerais mourir? Dans mon lit, bien rempli. État présent de mon esprit. L'hilarité. La chose qui a été très extraordinaire dans la compagnie Yves Saint-Laurent, Pierre Berger, c'est l'amour pour Yves et le respect total pour Pierre. Pierre s'occupait de tout. Je sais. Où est-ce laissé? Ok. Nicole? Oui. Teta? Où est Teta? Alors, de temps en temps, il se mettait en rogne et tout, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et donc, ça, c'était la chose à craindre. C'était, bon, les colères de Pierre. Mais enfin, on savait que ça passait aussi. Parce que c'était une famille. Allez. Les filles, dans l'ordre, s'il vous plaît. You first. Bonjour, ça va bien? Voilà. Et 68, par hasard d'ailleurs, nous étions au théâtre de l'Odéon le soir où il a été envahi par les étudiants. Et donc après, nous sommes venus à Marrakech, venus bizarrement d'ailleurs, parce que il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas d'essence. Et c'est pas Françoise Sagan qui connaissait un garagiste, je sais pas quoi, elle avait toujours des relations très qui servaient. Et nous sommes partis pour Bruxelles en voiture. De Bruxelles, nous avons pris un avion pour venir ici. Et en effet, au retour, Yves, 2 ou 3 mois après, 2 mois après, a dessiné une collection très audacieuse et en même temps a déclaré que la haute couture était morte. Mais je te rappelle que 2 ans avant, il avait créé du prêt-à-porter. Je veux dire qu'avant lui, aucun couturier n'avait fait de prêt-à-porter. There is not a lot of dresses for very young people with not many money, but I disapprove that and I try to make to do the thing better for the future. What are you trying to achieve when you design a new line of fashion? What's in your mind? To make people happy. I think when people are comfortable in their clothes, they are more happy, and that's my but, my aim. I don't know the name. Même s'il a défendu la haute couture jusqu'au bout, parce qu'après tout, c'était d'une certaine façon son sang, c'était sa vie. C'est comme ça qu'il était né, qu'il avait gagné ses galons. Acquis cette notoriété, c'est par la haute couture. Mais d'un autre côté, il n'était pas dupe. Est-ce que ça ne vous aura pas manqué d'être à la fois insouciant, étudiant, enfin tout ce qu'on peut être entre 20 ans et 25 ans? Oui, bien sûr, c'est une chose qui m'a énormément manqué et qui manque d'ailleurs dans ma vie. Et finalement, j'ai pas été jeune, c'est ça qui me manque beaucoup. Alors c'est difficile de... Et vous croyez pas qu'on peut commencer à 30 ans? Justement, mais malheureusement, je crois pas maintenant, c'est trop tard. Je peux pas, enfin, moi, je suis absolument un fossile. Enfin, je suis dans ma cage et je ne peux plus en sortir. On sort pas si facilement de la haute couture, vous savez. Et dans la vie, vous aimeriez faire quoi maintenant? Ce que j'aimerais faire, j'aimerais partir pendant très longtemps, sans rien faire,
tout oublier et revenir, voir si j'ai toujours envie de faire des robes. Pour faire quoi? Partir? Oh, ne rien faire, surtout. Visiter, voyager. Ne rien faire. Vous avez envie devenir sage. Devenir sage? Je croyais que ce qui vous manquait, c'est de ne pas avoir été fou. Enfin, sage, dans le sens de... Oui, dans le fond, je dis des bêtises. Ce que j'aurais aimé, ce que j'aimerais faire, c'est redevenir très très jeune, parce que je n'ai pas tellement... j'ai eu tout de suite beaucoup de responsabilités. Et ce que je voudrais, c'est faire des bêtises. En fait, d'être sage. Moi, j'étais là pour le divertissement, en fait, parce que Yves travaillait toute la journée, et c'est le soir que je le récupérais pour les amusements, les soirées, les nuits, parler au téléphone, faire le point. Il me téléphonait pour me dire « Ah, la vie est un enfer ». Alors je lui répondais « Comme tu as raison, c'est un enfer, pourvu que ça finisse vite ». Enfin, voilà notre genre de rapport, très négatif. Alors qu'avec Loulou, c'était le contraire. Loulou le stimulait en disant « C'est formidable, continue, fais ça ». Mais j'ai certainement pas eu une influence positive. Nous étions des gens qui... On naît en se sentant pas bien. On est né en se sentant pas bien. Et en essayant d'aller mieux par tous les moyens. Et on y arrive. Une nuit ensemble, c'était... oui, aller dans les bars, dans les boîtes, dire beaucoup de bêtises, faire beaucoup de bêtises. Surtout, fuir la réalité, fuir le quotidien. Et voilà, échapper à la vie. Dara-Sada veut dire le bonheur d'un couple. Et oui, peut-être ça n'a pas été tout à fait le cas. Et c'est vrai que l'achat de cette maison et la vie dans cette maison, c'est-à-dire précisément 1975, était l'année où Yves a découvert à la fois l'alcool et à la fois la drogue. Et ça, c'est une chose que j'avais, sinon prévue, du moins envisagée depuis déjà longtemps. Parce que cette pression extraordinaire qu'on peut pas facilement comprendre, parce que d'un couturier, on imagine la gloire, les triomphes, les applaudissements, les podiums. Mais c'est pas tout à fait comme ça. C'est un métier épouvantable, parce que c'est un métier qui vous oblige, qui oblige à présenter sa collection non seulement à date fixe, mais à heure fixe. D'ailleurs, mystérieusement, il y a je ne sais pas quel miracle qui protège les couturiers. Aucun n'a jamais failli à cette date, à la date qui lui était imposée. Et puis, moi, j'ai toujours dit sous forme de boutade qu'Yves Saint-Laurent était né avec une dépression nerveuse, ce que pour tout à fait faux. J'ai toujours pensé qu'un jour, s'il trouvait une échappée, il la prendrait. Et il l'a prise.
Il arrivait la nuit, il drapait des mannequins dans des étoffes luxuriantes. Et on arrivait le matin, on voyait des espèces de fantômes en faille, ailes de corbeau mélangées avec des couleurs de pie, des couleurs très étranges. Et donc il était très, 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 très fébrile. Mais c'est là qu'il a fait la collection opéra, cette collection très, très dramatique, opéra. C'est là qu'il a fait la collection russe haute couture avec tous les châles, où il a fait 40 000 dessins d'une beauté. Mais il était dans un délire total quand il a fait ça. Donc les dessins sont admirables. Donc quand vous avez quelqu'un qui est dans un délire total mais qui vous fait un travail comme ça, c'est très troublant. Nous avons besoin d'une béquille pour traverser la vie. Et c'était toujours la même chose. Les béquilles, c'est la drogue, l'alcool et ce genre de choses. L'attitude de Pierre et François, mon mari, c'était l'attitude logique qu'on a dans cette situation. Ils étaient effondrés, mais ils nous ont pas lâchés. Mais enfin, c'est terrible d'avoir deux fardeaux comme ça dans la vie. Enfin, tout ça a bien fini grâce à Dieu et grâce à eux. The name of the perfume is, as you've heard, opium. It was named by Yves Saint Laurent, and the purveyor in America is Squibb Corporation. Squibb says the name is evocative of the romance and mystery of the Orient. But representatives of the Chinese-American communities say they think it's evocative of half the population of their country being wiped out by a drug. Opium, the word opium, to us, is the same as the word Holocaust to the Jewish people. And to us, it connotes everything that was ugly, bad, and sick that destroyed our country. Le soir, il aimait les endroits... D'abord, on a eu cette période merveilleuse où il y avait ce fameux set, le palace et tous ces endroits de nuit qu'on adorait. Alors, on allait dans tous ces endroits avec musique. Le 6 mars 1976, tout
la nuit, veux-tu pas rentrer? Et puis quand il est arrivé, il était dans un état absolument épouvantable. Et à ce moment-là, quelqu'un sonne à la porte et je fais ouvrir la porte et je vois dans la cour 2 ou 3 mecs qui disent « Alors Yves, on t'attend, viens, on n'a pas fini la nuit » et Yves est reparti. Ça m'a foutu quand même une espèce de choc. Et là, comme ça faisait déjà, en effet, un petit peu de temps que ces affaires duraient, j'ai fait 1 ou 2 valises et je suis parti au Plaza Athénée. Mais là, je ne suis pas resté longtemps, je suis resté peut-être 1 mois. Puis bon, Yves a voulu que je revienne, je suis revenu. Puis cette histoire a duré quelques fois. Quand même, pas qu'une fois. Et un beau jour, j'ai décidé de partir et c'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que je suis allé habiter au Lutetia. Donc le plus loin que je sois allé, c'était au bout de sa rue. Parce que ça m'était extrêmement difficile de quitter Yves. C'est la citadelle, c'est mon appartement du quotidien, c'est tout. Mes peintres favoris, Géricault, Picasso, Matisse, Braque, Mondrian. C'est un musée. Maintenant, sont les enfants. C'est vrai, il y a ce Goya qui est super. L'enfant bleu. Qui est là sur donc voilà, il faut prendre tous les objets qui sont là. Ah bah non, il y a une table. Merci. On l'a installé pour moi alors. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer ta licence de pilote? 2 ou 3 choses. La première, c'était une époque où j'avais envie de prendre de l'air. Je trouve qu'il n'y a rien mieux pour prendre de l'air que de monter comme ça en haut. Et puis la deuxième, c'est parce qu'on avait cette maison en Normandie et que j'avais pensé que c'était le meilleur moyen d'y aller, et c'était vrai d'ailleurs, et de pouvoir l'emmener passer des week-ends très facilement. Voilà.
J'ai vendu la maison qui s'appelle Château Gabriel, mais qui n'est pas un château. Mais j'ai tenu beaucoup à conserver cette datcha, qui est un lieu particulier, perdu au milieu des bois. Pour moi, c'est un lieu mystérieux et poétique. Je ne pense pas que cette datcha ait joué un grand rôle dans sa création. Dans sa vie, oui. Parce qu'il venait régulièrement, il passait tout le mois d'août, et il s'isolait dans cette datcha. Tous les jours, il y venait, il y travaillait un peu, il devait faire la sieste sur le canapé. Mais en tout cas, il y était lui aussi très attaché. Tu sais, on a acheté cette maison au début des années 80. À l'époque, Yves allait pas très très bien. Mais j'ai cru très sincèrement qu'avec cette maison, il allait pouvoir entamer une nouvelle vie. On voulait aussi voir beaucoup de gens qui étaient là. François Sagan, Marguerite Duras, les Rothschild qui habitaient exactement en bas. Enfin, tout ça, c'était des plans que nous avions échafaudés, lui et moi. Des conversations que nous avions eues. Puis finalement, on voyait personne. Voilà. On voyait personne parce que tout ça ennuyait plutôt Yves. Et moi, parfois, comme on dînait très très tôt, après, je partais boire un verre, ou chez l'un, ou chez l'autre. Et en général, on faisait un, voire 2 déjeuners pendant ce mois d'août, où venaient tout ça, les amis des environs, mais pas plus. Quand on a acheté cette maison, on ne savait pas très bien par quel bout prendre. Et puis tout ça a démarré sur une idée d'Yves. Il a voulu en faire une maison proustienne, c'est-à-dire donner à chaque chambre le nom d'un personnage de Proust. Une chambre qui s'appelle Swann, une autre qui s'appelle Charlus, pour ne prendre que 2 exemples, puisque c'est la chambre d'Yves et la mienne. Il y a eu Charlus, il y a eu Albertine, il y a eu Saint-Loup, enfin, il y a tout ça, quoi. Swann a été un personnage qui a beaucoup fasciné Yves. Puisque, quand il voyageait, il se faisait toujours appeler Swann. Et c'est le nom qu'il donnait dans les hôtels. Ce qui fait que quand on demandait à parler à M. Saint-Laurent, il n'était pas listé. Il fallait connaître le code. Si on demandait à parler à Swann, on l'avait. S'il répondait, d'ailleurs. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui fait sa bouche, voilà le portrait sans retouche d'un homme auquel j'appartiens. Quand il dans la France, la musique François Monté, au son de merci. Et votez Mitterrand, Cinq, 4, 3, 2,
François Mitterrand est élu président de la République. Le retour de la gauche au pouvoir m'a permis de reprendre une place dans l'échiquier politique. Puis ce fut ma rencontre avec Mitterrand. Et je dois dire que toutes ces années ont été pour moi importantes et riches. Importantes et riches parce que j'ai rencontré un homme qui était à peu près exactement ce que j'attendais d'un homme politique. Et d'un homme tout court. Yves Saint-Laurent, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Mes rapports avec Yves concernant la politique étaient absolument réduits à néant. La politique ne l'intéressait pas. Il était quand même, toutefois, très content de ma relation à Mitterrand. Il m'en parlait. Et quand Mitterrand l'a décoré de la Légion d'honneur, lui-même, à l'Élysée, il était profondément impressionné. Ça, oui. L'épidémie hors de contrôle. L'épidémie hors de contrôle. L'épidémie hors de contrôle. Quand on est venu me chercher au début des années 80 pour prendre la présidence d'une association qui venait de se créer et qui s'appelait Arcade Sida, j'ai dit oui, bien sûr. J'ai dit oui immédiatement. Puis après, mon engagement était de plus en plus fort. Bon, et aujourd'hui, tu sais, je suis président de SIDAction. La voilà, la lutte contre le sida. La voilà, la lutte contre le sida. La voilà, la lutte. Mais c'est une lutte que j'abandonnerai pas. La mode n'est pas un parent pauvre de la création artistique. Elle est au contraire un art à part entière, qui, comme tel, doit être pleinement reconnu, qui, dans notre pays, dans nos institutions, doit avoir plein droit de citer. Ce qui a été mené et conduit par Pierre Berger est d'une extrême importance. Sans lui, le combat pour la reconnaissance des droits des homosexuels et la lutte contre le sida n'aurait pas pu aboutir à certaines avancées. L'amour qui les liait et qui était connu de tous avait valeur emblématique. Et vis-à-vis de jeunes en particulier qui vivent parfois dans l'obscurité, dans la peur, dans l'inquiétude, deux personnages aussi brillants, aussi étonnants, qui apparaissent clairement comme deux amants, deux amis liés l'un à l'autre, donnent du courage, donnent de la force, et aussi de la noblesse à l'amour.
l'effacement de la vie publique d'Yves est allé de pair avec son mal-être, qui n'a fait que grandir et que croître. Et ce qui était possible avant, ce que je réussissais à faire, et à lui faire faire, je veux dire une interview avec un journaliste ou une radio ou une télévision, était devenu absolument impossible. Absolument. Il ne voulait rencontrer personne. Et je pense qu'il ne pouvait pas faire autrement. La gloire est le deuil éclatant du bonheur. Et ça illustre parfaitement Yves. Oui, c'est un deuil. Éclatant peut-être, mais un deuil. Et ça a été une souffrance. Cette gloire ne lui a apporté que des souffrances successives. Et je peux dire que je ne l'ai vu heureux que 2 fois par an, à la fin de sa collection, quand il sortait sous les bravos et les hurlements d'une salle qui était debout à l'acclamer. Oui, mais Yves, il arrive. Oui, où est-ce qu'il est clair que j'ai pas sur le podium à la fin? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bravo! 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 Oh, it's so good. Très beau. Ça ne durait pas longtemps. Encore le soir, déjà le lendemain, le soufflet était retombé, et le surlendemain, il n'y en avait plus. Et lui, il se réfugiait dans sa tristesse, dans sa solitude, qui a été sa vie. Et il n'y avait rien à faire. Tu sais, j'ai tout essayé. Mais il ne voulait pas. Entre Yves et moi, les rôles ont été distribués dès le début, dans tous les domaines. Tous, sans aucune exception. Les domaines de la vie, les domaines sexuels, les domaines de l'art, les domaines des affaires. Et personne n'est jamais entré dans le domaine de l'autre. Si j'avais demandé à Yves de s'occuper de quoi que ce soit, il n'aurait pas su le faire d'abord. Puis surtout, il m'aurait pris pour un fou. Il m'a dit que s'il lui arrive aujourd'hui. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai joué ce rôle. Un rôle qu'on m'a reproché souvent. Mais bon, j'en ai pris mon parti. Alors, il va rester 1 heure, là, ou quoi? Cette longue ovation est maintenant une tradition chez Saint-Laurent à laquelle Pierre Berger devrait être habitué.
Metternich a dit le grand art, c'est de durer. Il est un homme qui a compris son époque mieux que n'importe qui et qui ne l'aimait pas. Que doit-on en déduire? J'en sais rien. Si, que probablement les artistes et les vrais artistes, après tout, vivent leur propre vie, parallèle à leur temps, mais transforment en même temps leur époque. Vous savez, il y a ce mot d'Oscar Wilde que j'aime beaucoup et qui dit, avant Turner, il n'y avait pas de brouillard à Londres. C'est l'artiste qui voit à notre place. C'est la lettre du voyant de Rimbaud. C'est grâce à ces faiseurs de feu qu'on touche sa réalité, même si cette réalité est brûlante. Allô? Vous êtes où, Pierre? Dans la rue des Minimes, la petite rue derrière? À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Mais je vais te dire quelque chose. Moi, tu achètes, c'est une autre histoire. Mais s'il est chez toi, je suis très heureux. Mais je vais bider. Je suis très heureux. Tu as un gros concurrent américain qui veut l'avoir. Oui. Léon Black, je sais. Ah, tu sais que moi je connais très bien Léon Black. Vous pouvez vous battre. Il a été mon associé. Il a été mon Parce associé. qu'il collectionne déjà des insorts. Oui, on connaît bien. Il était chez Drexel, Burnham Lambert. Ouais. Exactement. Bonne soirée, bon séjour. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Les Noailles, Jacques Doucet, pris pour modèle. Les Amis Marchands. Oui. Kugel, Saint-Ricard. Vincent Dalou, d'influence belge. Très bien ça.
90, c'était une année importante pour Yves. Il n'a jamais caché, et moi non plus, tu le sais très bien, qu'il s'était livré, comme on dit, à des excès, alcool, drogue. Et en 90, il a fait une cure de désintoxication. Et de ce jour-là, il n'a plus jamais touché une goutte d'alcool ni quoi que ce soit. Et à ce moment-là, il s'est replié sur son métier. C'est une époque, là, cette époque dont on parle, les années 90 et la suite, où l'industrie de la mode a complètement changé. Complètement. Du plus loin que me revienne l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, que tout blanc et gris feux aux genoux, que ce fut jeté d'écosse, de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou, du plus loin qu'il m'en souvienne, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Ce fut un soir en septembre, vous étiez venu m'attendre, ici même. Il s'est retiré parce que pour lui, ce métier ne voulait plus rien dire. C'est un métier qui a été livré aux commerçants. C'est là que j'ai compris tout à coup. J'avais fini mon voyage et j'ai posé mes bagages. Vous étiez venu au rendez-vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je tenais à vous le dire. Ce soir, je vous remercie de vous. Et moi, je trouve ça très bien d'avoir fait ça. Très lucide, très intelligent. Et d'une certaine manière modeste. C'est vous. La question qui se pose, et qu'il est légitime de se poser, si j'étais mort, moi, est-ce que Yves aurait fait cette vente? Non. Il n'aurait pas fait cette vente parce qu'il n'aurait pas pu ne pas avoir ce Brancusi-là ou ce Léger en face de lui. Ça aurait été un vide sidéral. Il aurait été saisi de vertige. Puis il aurait fait confiance à l'avenir, à l'au-delà, à je ne sais quoi. Et tout ça serait devenu je ne sais quoi moi non plus.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Paris, au Grand Palais, à cette vente organisée par Christie's et Pierre Berger associés, la vente de la collection Yves Saint Laurent et Pierre Berger. Et nous débutons par le lot numéro 1, d'Edgar Degas, ce paysage d'Italie. Et nous commençons les enchères à 200 000 €. Sous le numéro 17, nous vendons ce magnifique tableau de James Ensor, Le désespoir de Pierrot. Et nous commençons les enchères à 1 500 000 €. Adjugé 4 400 000 €. Sous le numéro 35, de Constantin Brancusi, le portrait de Madame Heller. Et nous commençons à 12 millions d'euros. 12 500 000, 13 millions, 13 500 000, 14 millions, 15 millions, 16 millions, 17 millions, 18 millions, 19 millions, 20 millions, 21 millions, 22 millions, 22 against you. Personne ne couvre l'enchère de 26 millions d'euros. Adjugé 26 millions. Suspension extraordinaire. La juge à 300 000 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mains. Bon, alors peut-être commencer un peu plus haut. On va commencer à 400 000 €, Georges. Le numéro 124, un lion en argent pour 6 000 €, 12 000, 13 000, 14 000, 15 000, 16 000, 17 000, 18 000, 20 000, 22 000. Je voulais pas vous parler directement par hasard. 25 000 €. At 25 000, 25 000, 26 000, 28 000, 30 000. 13 000, pas rien. 14 000. L'enchère est sur ma droite, à 38 000, 40 000 dans le... Il n'est plus vous à ma gauche, l'enchère est en fond de salle. Que dit-on le téléphone? 200 000, l'enchère est à droite maintenant. 30 000, c'est pour vous, monsieur. Oui, à 30 000. 32 000, 35 000, 38 000, 700 000. C'est plus toi. 720 000, 780 000. 780,000, 800,000. It's against you, Florence. It's against all of you on the phones, including you, Emmanuel. The last chance now. Amusez à vous, Katie. Thank you very much. À 2 millions. Eileen Gray, cet exceptionnel fauteuil au dragon vers 1917-1919. Et débutons les enchères à 1 million, 1 200 000, 1 400 000, 2 millions, 2 100 000, 2 200 000, 10 millions, 14 million, 16 million, 18 million, 18 and 500. Contre vous, it's against you, 19 million, and 500. Judge Juge, la chance. At 19 and 500 against you. That's morbide. Terminé. Merci beaucoup. À juger, bravo, à